Vous allez voir qu'il y a une spécificité proposée par les caisses de retraite et en plus des ateliers qui vont se poursuivre sur les mois à venir avec la CEPT et puis le pôle santé. Donc vraiment, alors on vous engage déjà à rester jusqu'à la fin de la réunion pour entendre tout ce qui va se dire et tout ce qu'on va vous proposer après. N'hésitez pas aussi donc à vous inscrire, hein, puisqu'il y a des places, mais en même temps en nombre limité. Et puis, donc, la deuxième orientation de l'action sociale des caisses de retraite, c'est l'aide aux aidants. Et la CARSAT a une offre particulière, donc je laisse la parole à ma collègue de la CARSAT, Valérie Melin. Bonjour, alors vraiment je suis enchantée d'être là aujourd'hui, effectivement et avoir eu l'opportunité et la chance de co-animer et co-porter ce dispositif. Vous êtes très nombreux à avoir répondu et donc on est très satisfait et puis c'est une grande fierté hein, d'être là aujourd'hui. Donc effectivement, si vous êtes là, c'est que vous avez bien conscience qu'il faut prendre soin de vous. La GERCARCO, la CARSAT vous accompagne là-dedans en mettant en place des actions et puis ce parcours dans lequel vous allez pouvoir vous inscrire. Mais effectivement, comme Béatrice le disait, la CARSAT, on n'est pas engagé, et la GERCARCO, pareil, hein, on n'est pas engagé que en tant que vous, retraités, mais on veut s'engager aussi en tant que vous qui êtes des aidants. Et parce qu'aujourd'hui, une personne sur 6 est aidante, donc c'est essentiel de vous accompagner dans tout ce parcours où vous prenez en charge un aidé. Et donc, pour que vous preniez soin de vous, l'acteur principal et l'acteur majeur, c'est la plateforme de répit. Donc, il y en a une vingtaine sur le territoire, vraiment maillé tout le sud-est. Et donc, il y a un acteur, vous avez une plateforme, vous avez la chance d'avoir une plateforme et les représentantes sont là, toutes les trois au fond. C'est la plateforme Edith Sedler, qui donc a différentes antennes sur le territoire. Vous pourrez les rencontrer aussi en fin de réunion. Et donc la plateforme Edith, c'est comme toutes les plateformes. L'objectif, c'est que c'est vraiment le point d'entrée pour vous qui êtes aidant, pour avoir des réponses, donc pour pouvoir déjà avoir un bilan sur votre rôle d'aidant, sur comment est-ce qu'on peut prendre en charge l'aider, comment est-ce qu'on peut vous soulager, comment est-ce qu'on peut vous faire participer à des activités, des réunions, des temps de répit aussi. Donc voilà, vraiment c'est essentiel pour nous. On a, en tant que CARSAT, on n'a pas d'offre directe pour les aidants, mais ce qu'on veut vraiment, c'est soutenir les plateformes de répit et notamment, on est en partenariat évidemment avec la plateforme Edith Césaire. Donc il y aura des brochures à la sortie. N'hésitez pas, c'est vraiment la porte d'entrée, c'est la réponse qu'il vous faut si vous êtes aidant. Et donc là, nous en tant que CARSAT, on va soutenir financièrement pour du répit, donc du répit à domicile ou du répit en accueil de jour. Et ensuite, pareil, on va aussi essayer de mettre en place des actions qui vous font du bien en tant que vous aidant, donc autour de la sophrologie, autour de séjours de vacances, autour d'activités physiques. Voilà. Et donc ça, pour nous, notre porte d'entrée, c'est de soutenir ces plateformes pour qu'elles-mêmes puissent vous accompagner. Voilà, et donc n'hésitez pas à les contacter, c'est vraiment eux qui auront la réponse et qui sauront vous accompagner au quotidien. Et je parle en connaissance de cause, puisque mes beaux-parents sont accompagnés par la plateforme de manière admirable et c'est vraiment un vrai répit pour ma belle-mère. Voilà. Et donc, écoutez, très bonne conférence à vous et avec plaisir si vous avez des questions en fin de conférence. Oui, alors, donc on va démarrer. Hein. Juste pour vous dire que Planète Champsor est à votre service ici aujourd'hui, le pôle santé est représenté, mes collègues de la CARSAT et moi-même restons après la conférence. Donc, si vous avez des questions, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à venir nous voir. Et à la fin de la conférence, le Dr Sedler va aussi laisser un temps de questions-réponses, donc notamment pour Saint-Firmin et Pont du Fossé. Donc, vous pourrez poser vos questions via vos médiateurs sur place. Donc, on consacrera vraiment un temps si vous avez des réactions, vraiment des précisions à avoir sur ce qui va être présenté sur la santé. Voilà. Merci. Alors bonjour à tout le monde. Merci de votre accueil et je salue un petit peu les équipes qui ont permis la réalisation technique et organisationnelle de cette séquence et pas simplement de la conférence. C'est tout à fait admirable et on ne voit pas ça partout, donc bravo à vous et j'espère que
que ça va pouvoir continuer longtemps. Alors, le propos aujourd'hui, pendant 1h30 à peu près, avec j'espère 20 minutes, une demi-heure de questions, c'est de vous parler de votre santé, de notre santé. Alors, voilà. Il va y avoir en gros 4 parties sur ce que je vais vous faire là aujourd'hui. Une première partie avec des focus introductifs, donc des petits points pour bien comprendre la problématique et pour bien comprendre et relier ces problématiques aux propositions que je vais faire ensuite sur comment faire en sorte de rester en bonne santé à tout âge et en particulier après le travail, après le temps de la retraite. Donc, première partie des focus. Deuxième partie, on rentrera un petit peu dans les détails de ce qu'il convient de faire pour maintenir son bon état de santé. Une troisième partie qui sera très courte sur la proposition qu'on va vous faire ici sur le territoire dans les semaines qui viennent et ensuite, j'espère, de manière un petit peu plus continue. Et puis la quatrième partie, c'est ce que Béatrice Jungas disait, c'est les questions-réponses. Alors, pour commencer, le premier point, alors je voudrais également vous dire que tout au long de ce topo que je vais vous faire, la commande et en tous les cas mon exigence à moi, c'est de vous présenter ce que l'on sait sur le plan scientifique de manière validée. Ce n'est pas mon opinion à moi, Dr Seller, c'est tout ce que je vais vous présenter à un moment tout au long de cette conférence, c'est essentiellement l'état des connaissances scientifiques du moment sur les problématiques de santé et de vieillissement. L'état des connaissances scientifiques, c'est quelque chose qui bouge sans arrêt. Peut-être que dans un mois, dans un an, dans 10 ans, il en sera autrement. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est l'état des connaissances. Et quand ça ne sera pas le cas, vous verrez qu'il y a quelques petits points où ce n'est pas le cas, ça ne sera pas le cas, je vous dirai, ça c'est plutôt soit mon avis, soit un avis, disons, d'expert, hein, avec des controverses éventuellement autour de ces questions. Mais l'essentiel de mon propos, et je veux que ça soit bien clair, c'est la logique de la connaissance scientifique du moment que je vais essayer de vous exposer. Alors, premier tableau introductif, je vais rapidement, c'est la définition de la santé qui vient de l'OMS en 48, un état de bien-être physique, mental et social. En fait, le point essentiel à retenir, c'est que c'est un état multidimensionnel. Alors, au début, dans les tableaux introductifs, vous dites, bon, c'est le B.A.B.A., mais on va partir du B.A.B.A. pour petit à petit rentrer dans les détails et essayer de vous faire comprendre les enjeux que représente pour notre société de vieillissement. Donc, l'état de santé, c'est pas simplement un point particulier, c'est une multitude de points. Et par exemple, et ça, je pense que déjà, ça va contrecarrer certaines de vos connaissances, ce qui détermine notre état de santé à tous les âges, et notamment, encore une fois, dans la deuxième partie de notre vie, vous voyez que le système de santé qui est en vert, c'est entre 10 et 15%. J'ai un peu minoré. C'est-à-dire que chez nous, en France, qui sommes parmi les plus grands consommateurs de médicaments au monde, et en tous les cas en Europe, on a toujours tendance à imaginer que tous les problèmes de santé sont des problèmes de médecine et doivent être résolus par les médecins. En réalité, le système de santé, qui aujourd'hui en France est essentiellement un système de soins, il constitue que 10%. C'est hyper important, hein, surtout quand on a une maladie chronique, quand on a un accident, quand on a un problème aigu de santé, mais il représente finalement qu'une part relativement faible dans les déterminantes de ce qu'on appelle la bonne santé. L'hérédité, vous voyez que c'est autour de 15%, donc ce qu'on hérite de ses parents. Je passe, parce qu'on n'a pas le temps de rentrer trop dans les détails, mais sur ce qu'on appelle l'épigénétisme, c'est-à-dire quelque chose qui se modifie au cours de notre vie, mais la dimension héréditaire, elle est, je dirais, inversement proportionnelle à notre âge. C'est-à-dire qu'elle va compter beaucoup dans l'enfance et dans la première partie de la vie. Et après 50 ans, alors il y a toujours des exceptions hein, en biologie, en médecine, mais en gros, grossièrement, c'est plutôt dans la première partie de la vie que l'hérédité va peser de manière importante. Presque un quart des déterminants de la santé, c'est l'environnement au sens large du terme. C'est-à-dire, et je ne sais pas si votre élu est toujours là, mais c'est la façon dont on organise la ville. Est-ce que il y a des trottoirs? Est-ce qu'on ramasse les poubelles? Est-ce que l'eau qu'on boit au robinet, elle est saine? Est-ce que l'air qu'on respire est bon?
est-ce que c'est pollué de cette manière-là, mais également les conditions de travail quand on travaille. Est-ce qu'on reste tout le temps assis? Est-ce qu'on est sur des chantiers de BTP, etc. Donc l'environnement, au sens assez large du terme, ça pèse à peu près un quart des déterminants de santé. Et le point sur lequel je voulais arriver, et qui est le deuxième message focus très important, c'est que pratiquement la moitié des déterminants de la bonne santé, c'est notre comportement, c'est notre mode de vie. Et on va évidemment détailler ça plus loin. Et ça, c'est vraiment très important de comprendre cet élément-là, parce que notre comportement, notre mode de vie, il ne dépend pas du gouvernement, du maire, il ne dépend pas du syndicat du coin, il ne dépend pas de votre employeur, il dépend de vous. C'est nous qui avons notre contrôle sur la façon dont nous voulons décider de vivre, dont nous voulons décider de nous déplacer, dont nous voulons décider de nous nourrir, dont nous voulons décider d'être avec les autres. Et j'acquiers tout à fait ce qui a été dit tout à l'heure par un des intervenants de Planète Champsor. Le lien social est un élément absolument majeur dans les déterminants de la bonne santé, et cela à tous les âges. Et donc, quand on se rend compte que notre santé au quotidien et notre santé de demain, elle pèse, elle est déterminée pour la moitié par notre comportement, ça veut dire tout simplement que nous avons chacun dans nos mains et dans notre cerveau la capacité de prendre ou de reprendre le contrôle de notre trajectoire de santé. Et ça, c'est vraiment un message très important à comprendre et à intégrer. Alors, autre focus sur l'espérance de vie. On en parle en ce moment à propos de qu'il ne faut pas trop parler aujourd'hui sur la réforme des retraites, mais l'espérance de vie, quand on dit l'espérance de vie, sans donner un âge, c'est l'espérance de vie à la naissance. C'est un indicateur complexe, je ne vais pas détailler la définition scientifique, mais c'est un indicateur complexe qui permet de se faire une idée de comment ça se passe tout au long d'une société. C'est quelque chose qui concerne toute la société, ce n'est pas quelque chose qui concerne un individu donné. Et donc, avant le Covid, l'espérance de vie en France et en Europe de l'Ouest ne cessait d'augmenter depuis plusieurs décennies. En gros, on gagnait 3 mois d'espérance de vie chaque année, c'est-à-dire 6 heures par jour. C'est quand même complètement impressionnant. Et c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que l'espérance de vie humaine a progressé à ce point-là depuis plusieurs décennies. Ce qui pose beaucoup de problèmes, puisque du coup, on se retrouve avec beaucoup de personnes d'un certain âge, et on se retrouve maintenant avec une cohabitation de 4 à 5 générations, dont les deux générations déjà à la retraite. C'est quelque chose qui n'est jamais arrivé dans l'histoire de l'humanité, c'est quelque chose qui n'est jamais arrivé dans l'histoire de notre société. Et donc, ça amène à réfléchir et à se poser les bonnes questions pour prendre les bonnes décisions sur demain. Donc, toujours en espérance de vie, il y a toujours eu un delta, une différence entre les hommes et les femmes. Vous voyez qu'en France, l'espérance de vie à la naissance, c'est un peu plus de 85 ans pour les femmes et un peu moins de 80 ans pour les hommes. Je rappelle, j'y reviendrai un peu tout à l'heure, au jour d'aujourd'hui, les plus de 65 ans dans notre population en France, c'est 18%, et en 2050, ça sera plus d'un quart. Et 2050, c'est demain matin. Alors, je ne pouvais pas ne pas, en parlant d'espérance de vie à la naissance, évoquer la catastrophe que nous avons vécue et qui continue, qui est pratiquement terminée, mais que nous avons vécue ces 3 dernières années avec le Covid, puisque l'impact sur l'espérance de vie est absolument considérable. Chez nous, la première année en 2020, on a eu une baisse de 6 mois d'espérance de vie à la naissance. Les Américains en ont eu 2 ans, et au bout du compte, la deuxième année, fin 2021, nous autres, en France, on a un peu récupéré d'espérance de vie. Je crois qu'on est autour de 4 mois de perdu. Par contre, les Américains, par exemple, ils ont perdu 2 ans, 2,7 années d'espérance de vie à la naissance. C'est absolument calamiteux. Il y a d'autres pays occidentaux en Europe, comme par exemple la Pologne et la Hongrie, qui ont été également très gravement touchés en termes d'espérance de vie. Mais ça doit nous secouer un petit peu les uns et les autres, parce que c'était jamais arrivé, sauf quelque chose qui était passé inaperçu dans les radars. C'est une petite baisse de l'espérance de vie en 2015, qui a été liée à l'épidémie de grippe, parce que, vous savez, on nous dit maintenant le Covid, ça va être comme la grippe, mais en fait, comme la grippe, tout le monde pense que c'est pas grave. Mais quand même, avoir pratiquement 9 000, 10 000, 15 000 morts par an dus à la grippe,
on peut dire que c'est pas grave, enfin, quand ça touche quelqu'un qui est proche de vous, c'est quand même un peu embêtant. Et donc, on a eu en 2015 une épidémie de grippe plus importante que d'habitude, puisqu'il y a eu pratiquement 20 000 morts en France, 20 000 morts. Et ça a fait reculer de quelques jours l'espérance de vie à la naissance, quand on fait ces calculs un peu macro. Et également, en 2003, on a eu, lors du fameux épisode de la canicule, un petit recul également de l'espérance de vie. Alors, toujours sur l'espérance de vie, je vous ai dit que quand on ne mettait pas d'âge, c'était à la naissance, on peut calculer l'espérance de vie à n'importe quel âge. Et donc là, je vous ai mis les chiffres de 65 ans en France. Donc en France, quand on a 65 ans, on a toujours un peu une différence entre les hommes et les femmes. Pardon. On a pour les hommes presque 20 ans et pour les femmes plus de 20 ans d'espérance de vie. Et le problème, et c'est là-dessus que je voulais y venir dans un autre focus, c'est le problème de la capacité ou de l'incapacité. Parce que l'espérance de vie sans incapacité à 65 ans, il est de 10 ans, plus ou moins, chez les hommes et les femmes. Et ça, on va en parler tout de suite, ça c'est un vrai problème et qui est souvent mal compris, mal perçu par notre population. Donc, la différence à la naissance entre la quantité et la qualité de vie, elle est en France de 20 ans. C'est-à-dire que quand je vous dis qu'on a 85 ans d'espérance de vie à la naissance en ce moment pour les femmes, ça veut dire que dans le même temps, l'espérance de vie sans incapacité, c'est 20 ans de moins, c'est-à-dire 65 ans. Qu'est-ce que ça veut dire sans incapacité ou en étant incapable? C'est très très compliqué et je vais vous donner une idée qui est disons consensuelle, qui est pas forcément complètement scientifique, hein, parce qu'il y a de 36 000 façons de compter ce que c'est qu'une incapacité, mais retenez simplement que l'idée centrale, c'est de pouvoir vivre en étant autonome et indépendant. C'est-à-dire de ne pas avoir besoin, et je suis sûr que dans cette salle, vous êtes au moins le quart d'entre vous qui comprennent ce que je vais dire, c'est de pouvoir chaque jour vivre sans avoir une tierce personne, votre conjoint, vos enfants, un professionnel, qui va vous aider pour vous laver, pour aller aux toilettes, pour vous alimenter, pour vous déplacer. Et évidemment, on est tous en espérance majeure de pouvoir vivre jusqu'à la fin en ayant cette autonomie-là, parce que chacun comprend que c'est une situation terrible, à la fois pour la personne concernée, comme pour les gens qui sont autour et qui aiment cette personne. Donc, la vie sans incapacité, à la naissance, on a un delta de 20 ans. Alors, quand on fait une enquête sur les pays de l'Union européenne, on se rend compte que la différence, et qu'on compare entre les pays de l'Union européenne, la différence entre l'espérance de vie quantité et l'espérance de vie qualité, eh bien, notre pays, la France, dont on nous rabâche les oreilles depuis des décennies qu'on a le meilleur système de santé du monde, on se retrouve au 12e rang sur 27. C'est pas très glorieux. C'est d'autant plus pas glorieux que nous sommes le pays des 27 pays de l'Union européenne dans lequel la part de nos richesses, la part de la production nationale qui est consacrée à notre système de soins est la plus importante dans les deux domaines, par personne comme en chiffre absolu en euros. Donc, si vous voulez, ça amène à se poser des questions et malheureusement, le débat public dans notre pays ne parle pas beaucoup de ce genre de choses parce que c'est quand même, ça interpelle de mettre autant d'argent, d'être celui qui mettant le plus d'argent sur la santé et d'avoir des résultats médiocres. Alors, je continue sur le même registre. En France, quand on a 10 seniors qui décèdent, au moment de leur décès, il y en a 4 qui sont en situation de perte d'autonomie ou d'indépendance fonctionnelle. Ce que je vous disais tout à l'heure. Alors, là aussi, il faudrait beaucoup nuancer, mais vous savez qu'en 1h30, on peut pas nuancer dans tous les domaines. Mais on pourrait nuancer en disant, oui, mais depuis combien de temps? Est-ce que c'est depuis une semaine? Est-ce que c'est depuis un mois? Est-ce que c'est depuis 2 ans, 3 ans, 4 ans? Disons que globalement, depuis un certain temps, au moment de leur décès, il y en a 4 qui sont en situation de perte d'autonomie ou d'indépendance fonctionnelle. Et il y a un consensus, parce que c'est très compliqué scientifiquement d'évaluer les choses. Il y a un consensus parmi les gériatres, parmi les épidémiologistes, parmi les experts en santé publique, pour dire que dans notre pays, on pourrait éviter 40 à 50%
de cette perte d'incapacité, c'est-à-dire que sur les 4 personnes qui, au moment de leur décès, sont en perte d'autonomie, on pourrait faire en sorte, en s'organisant mieux, en prenant le taureau par les cornes, de diminuer par 2 cette situation-là, qui est une situation dramatique. Enfin, dernier exemple, parce que ça, c'est des exemples concrets pour vous montrer qu'on a un problème collectif. Hein. Dernier exemple concret, à 65 ans, en France, 50% des Français sont indemnes d'une pathologie chronique. En Suède, dans un autre pays de l'Union européenne, à 65 ans, c'est 70% des Suédois qui sont indemnes d'une pathologie chronique. Alors, c'est quoi la différence? Ben, on n'en sait rien. C'est pas qu'on n'en sait rien, mais c'est très compliqué. Est-ce que on a une approche culturelle différente? Clairement, on a une approche culturelle différente. Nous, la prévention, c'est pas quelque chose qui est rentré dans nos mœurs, notamment la partie sanitaire de la prévention. Parce que la prévention des feux de forêt, des accidents de voiture, etc. Mais sur la partie sanitaire, on est plutôt des attentistes et des consommateurs de soins. Alors que dans les pays du Nord, où la démographie médicale est inférieure à la nôtre, où les distances sont éventuellement plus difficiles, les conditions de vie sont plus difficiles, les gens se prennent en charge au niveau de leur santé. Mais peut-être que vous qui habitez en montagne, ça vous parle ça de se dire qu'il faut quand même qu'on puisse compter d'abord sur nous-mêmes et sur nos voisins et sur notre communauté pour rester en bonne santé. Et puis il y a un autre élément qui est mal compris parce que c'est un mot un peu barbare, la littératie en santé, c'est les Canadiens qui ont inventé ce mot-là, c'est que en fait, dans les pays, et c'est le cas de la Suède, et c'est le cas également d'autres pays comme l'Allemagne, où tout au long de la vie, on a une stratégie collective. Je dis bien une stratégie, et je dis bien collective, de l'éducation nationale, des collectivités territoriales, des associations, des employeurs, etc., où on essaye de faire en sorte que chacun d'entre nous comprenne ce que sont les déterminants de la bonne santé, de la petite enfance jusqu'aux dernières étapes de la vie. Eh bien, on constate que dans ces pays-là, on a des meilleurs résultats en matière de santé. Et donc, il n'est jamais trop tard, et ça, c'est ce que je vais vous dire en conclusion, d'ailleurs, il n'est jamais trop tard pour bien faire, mais c'est encore mieux si, tout au long de notre vie, dès la petite enfance, on pouvait prendre des bonnes habitudes sur l'activité physique, sur le type d'alimentation, sur les relations sociales qu'on a, sur la façon de voir la vie, hein, de voir plutôt le verre à moitié plein que le verre à moitié vide. Voilà, donc excusez-moi pour ces mauvaises nouvelles, mais c'était important de bien situer des choses sur le plan de la santé publique. Alors après, un autre focus qui est très très important pour le reste, le sud de la conférence, c'est la notion de fragilité. Alors, en anglais, c'est plus simple, et en français, fragilité, c'est compliqué parce que c'est un mot de la langue courante habituelle, et il n'est pas compris de la même manière en médecine ou en épidémiologie. Là, je vous parle en médecine ou en épidémiologie. Alors, qu'est-ce que c'est que la fragilité? Ben, en gros, première chose à comprendre, c'est que les personnes âgées se répartissent en 3 grandes catégories. Les gens qui sont robustes, qui sont heureusement l'essentiel de notre population, 80% environ, même s'ils ont une pathologie chronique, hein, même avec un diabète, une insuffisance rénale modérée, etc., c'est des gens, ils s'occupent d'eux, ils vont, ils viennent, etc., et ils ne sont pas fragiles, ils sont robustes. À l'autre extrémité, vous avez des gens qui sont fragiles, qui représentent 15 à 20%, excusez-moi, les gens qui sont dépendants, qui représentent 5% à peu près de notre population, et ça, je reviens avec le bémol qui est que les définitions, c'est trop compliqué de rentrer dans le détail des définitions de ce que c'est que la dépendance, mais en gros, c'est des gens qui ont besoin d'une tierce personne tous les jours pour vaquer à leurs occupations, pour s'habiller, pour se laver, pour aller aux toilettes, pour manger, etc. Ça, c'est 5% à peu près des gens. Et entre les deux, entre les robustes qui sont l'essentiel et les gens qui sont dans cette situation de dépendance, on a une population qu'on appelle fragile, qu'on a même depuis quelques années découpée en fragile et en très fragile. Ça, on aime bien les scientifiques à découper les cheveux en 4. Et donc, du coup, c'est entre 15 et 20% de notre population. Bien entendu, ces proportions varient en fonction d'âge.
Là, on parle des gens qui ont plus de 60 ans. Si on prend la tranche de 80-90 ans, vous n'allez pas retrouver du tout les mêmes pourcentages. Alors, du coup, qu'est-ce que ça veut dire fragile? La fragilité, Kesako, hein. D'abord, il y a un consensus qui existe sur plusieurs éléments. Un consensus, je vous le dis parce que sur le plan scientifique, il y a des dizaines, voire des centaines de définitions de la fragilité. Alors, il y en a quelques-unes qui font vraiment consensus, mais qu'importe, je ne vous demande pas du tout de retenir une définition, je vous demande de comprendre les éléments importants que vous allez pouvoir exploiter pour vous-même. Donc, il y a un consensus pour dire que d'abord, ce n'est pas une maladie. Vous n'allez pas chez votre docteur, il vous dit, ah ben, madame, vous êtes fragile, vous allez prendre ce médicament 3 fois par jour jusqu'à la fin. Non, il n'y a pas de médicament en pré-commercialisation. Je ne suis pas en train d'initier une pré-campagne de commercialisation de l'industrie pharmaceutique pour vous dire, on va avoir un super médicament qui va soigner la fragilité. Non, ce n'est pas une maladie. La deuxième chose, c'est que c'est une trajectoire entre la robustesse et la dépendance. Et c'est important de comprendre ça. La troisième chose, c'est que les éléments qui font qu'on est fragile, ils vont en fait conditionner dans la décennie qui suit une évolution de la personne individuelle qui va l'amener petit à petit à la perte d'autonomie ou à la perte d'indépendance fonctionnelle. Et le dernier élément qui est vraiment la bonne nouvelle à retenir, très grande bonne nouvelle, c'est que cet état de fragilité ou de pré-fragilité, il est réversible. Réversible. Alors que, évidemment, quand on est devenu dépendant, les 5% en moyenne, eh bien cet état n'est plus réversible, c'est définitif. On ne peut plus revenir en arrière. Et donc, ce qui est important de comprendre, c'est que cet état de fragilité-là, pour peu qu'on s'en occupe, pour peu qu'on comprenne comment on peut sortir de là-dedans, pour peu qu'on comprenne comment reprendre le contrôle de sa trajectoire et de sa santé, on peut revenir soit vers l'état de robustesse, soit en tous les cas freiner de manière très importante la dégradation qui peut nous amener vers la perte d'autonomie ou d'indépendance fonctionnelle. Donc vous voyez, c'est sur ce schéma-là où au départ de la vie, on a les facteurs génétiques. Alors là, j'ai mis 40-50 ans, c'est pas vraiment le départ de la vie, mais je vais vous en dire quand même un mot. Vous avez les facteurs environnementaux, et vous voyez, il y a plusieurs trajectoires. Il y a la trajectoire optimum, la trajectoire du fragile, et puis la trajectoire normale. Et donc, je redis, la fragilité, c'est un état réversible. Et puis, il y a le facteur chance. Et ça me permet quand même de dire, alors attendez, comment on peut revenir en arrière? Je suis désolé, hop. Voilà. Ça me permet je n'ai pas mis de diapo parce que c'est une histoire très très compliquée et pas du tout académique et pas du tout scientifique, ce que je vais vous dire, parce que peut-être que certains vous dites, mais alors finalement, c'est quoi le vieillissement, quoi? C'est quoi biologiquement le vieillissement? Et ce que j'essaie de vous faire comprendre à travers ces quelques focus introductifs, c'est que finalement, la meilleure image qui me vienne pour expliquer ce que c'est que le vieillissement chez les humains et chez les mammifères, en fait, c'est à la fois le temps qui passe et des réserves, ce qu'on appelle des réserves fonctionnelles. Qu'est-ce que c'est des réserves fonctionnelles? Ça veut dire que l'ensemble de nos organes, ils fonctionnent de manière normale et ils ont des petites réserves pour fonctionner en cas de coup dur, de coup de stress. Hein, vous faites voler votre sac, quand vous avez 30 ans, vous allez courir derrière le voleur et lui mettre une paire de claques. Mais si vous avez 75 ans et que vous n'avez pas vraiment la forme, vous n'allez pas avoir le punch pour démarrer au quart de tour pour courir derrière le voleur. Quand vous allez faire un voyage en zone tropicale, vous allez prendre l'avion, changer 2 fois, vous allez changer de fuseau horaire, d'hydrométrie, vous allez changer de physionomie, vous allez changer d'alimentation. Enfin, tout ça, ça va vous stresser en gros. Et si vous êtes en bonne santé et que vous avez des réserves fonctionnelles, vous allez pouvoir faire face à ce stress du voyage, qui est pourtant un voyage plaisir, hein, d'aller dans les tropiques. Mais si votre réserve fonctionnelle, si votre réservoir des réserves fonctionnelles n'est pas suffisamment plein, eh bien, le moindre petit problème va provoquer une catastrophe. Une petite infection urinaire
ou une petite infection ORL va faire que vous allez dégrader rapidement votre situation. Donc, l'image que je voudrais vous donner, mais je redis, c'est pas du tout académique, ça c'est moi qui, au fil des conférences, qui essaye d'expliquer les choses. La réserve fonctionnelle, elle baisse si on n'y fait rien, et en fait, c'est comme le réservoir d'essence d'une voiture. C'est-à-dire que quand vous roulez en voiture, ben vous consommez de l'essence. Et quand le temps passe et que votre âge, les années passent, et ben vous consommez de la réserve fonctionnelle. Et donc, du coup, à un moment donné, il faut soit faire en sorte que votre réservoir de réserve fonctionnelle soit toujours à bon niveau, parce que sinon vous allez vous arrêter, comme avec une voiture, si vous êtes en panne d'essence, soit remettre du carburant dedans. Et quand je vous ai dit tout à l'heure que la fragilité c'était réversible, c'est aussi ça l'idée. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut reconstituer un peu de réserve fonctionnelle. Et donc le vieillissement, c'est ça, c'est cette aspiration, c'est cette baisse régulière des réserves fonctionnelles qui font que quand on est soumis à un stress tout d'un coup, si on n'a pas suffisamment de réserve, on va se retrouver dans une situation de potentialité de dépendance. Et je ne sais pas si j'aurai le temps de le redire après, mais par exemple, quand on a plus de 65 ans et qu'on fait une vraie grippe, pas un syndrome ORL quelconque, une vraie grippe où on a 42 temps de fièvre pendant 5-6 jours. Hein. On a tous eu, forcément, vous avez tous eu une vraie grippe dans votre vie. Peut-être qu'il y en a qui sont immunisés, je vois des têtes qui disent non. Eh bien, on est fatigué, même quand on est en bonne santé, hein, on est fatigué souvent pendant plusieurs semaines, parce que la grippe, elle a aspiré vos réserves fonctionnelles. Mais si votre réserve fonctionnelle est encore plus basse, vous risquez d'avoir des conséquences qui ne sont pas du tout des conséquences infectieuses. Et aujourd'hui, on sait, par exemple, que chez les plus de 65 ans, après un épisode de grippe, un vrai épisode de grippe, le risque de faire un infarctus du myocarde est augmenté de manière très significative dans les 6 mois qui suivent. Alors vous dites, mais l'infarctus du myocarde, ça n'a rien à voir avec un virus de la grippe. Ben non, ça n'a rien à voir. Mais ça a à voir avec le fait que votre corps va subir un stress et ne va pas avoir suffisamment de réserve fonctionnelle dans les semaines et les mois qui vont suivre pour faire face à un problème cardiaque éventuel. Donc, c'est important. Et de la même manière, on pourrait parler, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'une infection immunitaire banale, etc. Donc ça, c'est important de comprendre cette histoire de réservoir. Donc du coup, si vous avez bien compris de quoi je parle avec la fragilité, il faut se rendre compte que c'est un problème absolument de société majeur, c'est un problème de santé publique majeur, c'est un problème d'économie familiale et nationale majeur, et que la correction, le repérage et la correction des trajectoires constituent un défi collectif absolument fondamental dans notre société en France et en Europe de l'Ouest, dans notre société qui vieillit. Alors, c'est la seule deuxième petit clin d'œil, si j'ose dire, au Covid. Hein. Le Covid plus le confinement, eh ben, ça a apporté, parce que tous les chiffres que je vous ai donnés, c'était avant le Covid. Hein. Donc le Covid plus le confinement, c'est-à-dire stress maximum, sédentarité importante, stress à propos des informations pour ceux, et d'ailleurs je vous donne un conseil, hein, si vous voulez éviter le stress, ne regardez pas les chaînes d'information continue, vous gagnerez des années de vie à mon avis. Hein. Stress à propos des proches, qu'est-ce qu'ils deviennent, je ne les vois plus, qu'est-ce qui se passe. Rupture des prises en charge médicales parce qu'on n'ose plus aller à l'hôpital, on n'ose plus aller voir son docteur pendant l'épidémie. Et puis, beaucoup ont fait le Covid avec l'analogie entre le Covid et la grippe que je vous ai indiqué à l'instant. Donc tout ça, évidemment, c'est danger. Danger, danger, danger. On est face à un enjeu social absolument majeur. Alors, un des derniers, je crois que c'est le dernier ou l'avant-dernier, focus. Vieillir en bonne santé, c'est aussi préserver ses défenses immunitaires. Et là, ce sont des affirmations un peu autoritaires presque, si j'ose dire, mais je voulais quand même bien le préciser que au niveau de la science médicale, on a vraiment démontré des liens positifs ou des liens négatifs entre l'état de santé et l'activité physique. Donc, activité physique et stimulation immunitaire, un lien très très fort démontré, on va y revenir. Sédentarité et inhibition immunitaire, un lien très fort démontré. Masse musculaire et stimulation immunitaire, un lien très fort démontré.
c'est en rapport avec l'activité physique. Il faut savoir qu'à partir de 30 ans, si on ne fait rien, on perd chaque année de la masse musculaire régulièrement. Hein, et entre 30 ans et 70 ans, pour les gens qui ne font pas grand-chose en termes d'activité physique, ils vont perdre jusqu'à 30% de leur masse musculaire, ce qui est absolument considérable, parce que nous autres Homo sapiens, on est des mammifères qui nous déplaçons. On a été fabriqués pour nous déplacer. Si jamais on ne bouge plus et qu'on passe notre temps à ne pas bouger, c'est vraiment pas bon du tout pour la santé. Hein. Et comme là le sujet c'est l'immunité, je fais un petit clin d'œil. Tout à l'heure, on a rappelé que je m'occupais autrefois de vaccination. Chez les gens très âgés qui ont presque plus de masse musculaire, qui sont décharnés, ils sont très sensibles aux infections parce que l'essentiel de notre système de défense, le système immunitaire, c'est notre système de défense à nous, à chacun d'entre nous, il est physiquement situé pour l'essentiel dans la masse musculaire. Il circule dans la masse musculaire. Donc du coup, moins vous avez de masse musculaire, et moins vous allez avoir d'outils de système de défense pour vous défendre devant des agressions bactériennes, virales, etc. etc. Donc l'alimentation, stimulation immunitaire, très important. Alimentation, inhibition immunitaire, très important, selon ce qu'on mange, on va voir ça. Hein. Le sommeil et la mémoire, depuis 10 ans, 15 ans, les progrès scientifiques sur la compréhension de ces deux phénomènes qui nous touchent tous, hein, le sommeil et la mémoire, l'augmentation des connaissances scientifiques est absolument extraordinaire. On sait beaucoup plus de choses aujourd'hui que moi quand j'ai fait mes études. Hein. Sur le sommeil, j'ai quasiment tout appris dans les 5 dernières années, et sur la mémoire aussi. On avait quelques éléments de repères, mais aujourd'hui, on comprend beaucoup mieux comment ça fonctionne et comment ça se passe. Et on sait qu'il y a une relation très importante entre la qualité du sommeil et la qualité de votre système de défense, c'est-à-dire votre système immunitaire. Et enfin, l'environnement, qui peut être positif ou négatif. Voilà, alors, je vais terminer un petit peu les... attendez, je regarde. Non, j'ai encore quelques petits focus. Donc ça, c'est les facteurs de risque de morbidité, donc ce n'est pas les facteurs de risque directement de la perte d'autonomie ou d'indépendance, mais je pense que vous devez vous en douter. Il faut tordre un petit peu la tête. Hein, donc vous avez là le cholestérol, le diabète, la sédentarité, le tabagisme, l'excès de poids, le stress et l'hypertension artérielle constituent un facteur de risque de mortalité prématurée très clairement défini. Et bien entendu, quand on en a deux, quand on est diabétique et hypertendu, quand on est diabétique et sédentaire, on a une addition qui n'est pas une simple addition, mais une addiction exponentielle du facteur de risque. Donc ça, c'était un peu le rappel de B.A.B.A. Et là, je crois que c'est la dernière, le tour de taille. C'est un bon indicateur pour l'espérance de vie, même si vous vous dites on ne peut pas y faire grand-chose, si on peut y faire un certain nombre de choses. Mais je voulais vous donner quand même ce chiffre-là. Pour les hommes, quand on a un tour de 120 cm de tour de taille, plutôt que la normale qui est de 80 cm, pour les femmes c'est 100 cm plutôt que la normale à 65 cm, eh bien, on double le risque de mortalité prématurée. Et ça, c'est connu depuis des décennies, même si on a du mal à expliquer de manière détaillée, physiologiquement, pourquoi. On pense que ça a un lien avec la graisse péritonéale, mais en fait, on n'a jamais réussi à détailler de manière très précise les circonstances scientifiques et biologiques qui font qu'il y a une relation directe entre le tour de taille et le risque de mortalité prématurée. C'est la raison pour laquelle, et j'imagine que vous avez eu ça dans votre vie, un certain nombre d'entre vous, quand vous empruntez beaucoup d'argent pour acheter votre maison ou votre appartement, en général, aujourd'hui, plus d'1 million d'euros, on va vous demander un examen médical obligatoire, et dans cet examen médical, le tour de taille, comme d'ailleurs le tabac, le tour de taille est un élément que les actuaires aiment bien avoir parce qu'il est totalement rigoureusement démontré. C'est-à-dire que vous avez un impact direct sur votre espérance de vie si votre tour de taille est trop élevé. Voilà. Donc du coup, j'ai terminé maintenant les focus sur des points particuliers et on va rentrer un petit peu dans un peu plus de détails, de manière d'ailleurs assez inégale entre les problématiques et leur importance. Donc maintenir sa santé tout au long de la vie, ben, c'est quoi? Ben, c'est d'avoir un soupçon de médecine, c'est bien manger, bien bouger, évacuer le stress et optimiser le sommeil, renforcer les liens sociaux
et stimuler et protéger son cerveau. Alors il y a un point que j'ai volontairement exclu, et j'en dirai pas plus, et c'est bien dommage parce qu'on n'a pas le temps. Il y a un autre point qui est un élément important dans le maintien de la bonne santé à tous les âges, mais également important dans notre société, c'est ce qu'on appelle l'agisme. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce mot-là. L'agisme, c'est un stéréotype. Qu'est-ce que c'est qu'un stéréotype? C'est quelque chose qui est partagé par tout le monde dans une société et qui a des effets positifs et des effets négatifs. Et l'agisme, notamment pour la partie de l'agisme qui concerne les personnes âgées, parce qu'il y a le jeunisme qui est l'autre, la contrepartie, qui est le stéréotype sur les jeunes, eh bien, c'est quelque chose qui, je ne peux pas vous le détailler, mais il faudrait faire une conférence rien que là-dessus, c'est quelque chose qui a un impact sur l'espérance de vie qui a été évaluée de l'ordre de 7 ans. C'est-à-dire que les conséquences négatives de l'agisme dans notre société, de ce stéréotype qui fait que quand on dit vieux, ou on dit lui il est sourd parce qu'il est vieux alors que ça n'a rien à voir, ou qu'il est dépressif parce qu'il est vieux alors que ça n'a rien à voir, etc. Ça va avoir des conséquences qui ne sont pas mesurables immédiatement, mais qui se diffusent dans la société, que l'on va chacun d'entre nous intégrer. Et lutter contre l'agisme est un des outils également importants pour maintenir notre bonne santé et pour également maintenir dans notre collectivité nationale, si je veux dire, en tous les cas notre communauté humaine. Je vous parlais tout à l'heure de ce terme barbare canadien, la littératie. Ça fait partie, lutter contre l'agisme, ça fait partie de la littératie, c'est-à-dire comprendre qu'il y a des choses qui vont avoir, de manière inconsciente, des effets négatifs sur notre santé chacun d'entre nous. Donc, l'agisme, c'est également un élément important. Alors voilà, on va commencer par le soupçon de médecine. Je vous rappelle, 10-15% des déterminants de la santé, mais c'est quand même important. D'abord, la matière santé publique, ce sont les dépistages organisés et les vaccinations. Donc je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Et puis également, quand vous avez votre médecin traitant, vous êtes malade, avoir un diagnostic, avoir des médicaments. Et puis quand vous avez une pathologie chronique, avoir un suivi par rapport à cette pathologie chronique. Donc vous voyez qu'il y a plein de choses à faire, notamment par exemple pour les gens qui sont dépendants ou qui ont des consommations de tabac, d'alcool ou de somnifères qui sont trop importantes. C'est important également de veiller à essayer de les diminuer. Alors, le suivi santé avec son médecin, c'est le BABA, vous connaissez tout ça, donc je vais y aller rapidement, d'autant plus qu'aujourd'hui, la manière de s'organiser sur le territoire avec ces fameuses CPTS qui nous accueillent aujourd'hui, c'est quand même quelque chose d'assez nouveau et je dirais un petit peu révolutionnaire, parce que ça permet de faire travailler les gens ensemble et pas que le médecin et le pharmacien, si j'ose dire. Et donc, en gros, vous connaissez tout ça, on veut un diagnostic, on a des soins à renouveler. Le message que je voudrais faire passer, c'est que, notamment à partir d'un certain âge, c'est très important, quand on prend beaucoup de médicaments tous les jours, au moins une fois par an, de se poser la question avec son médecin de la posologie et de l'existence de tel ou tel médicament, parce que les conditions peuvent varier avec l'âge, et que quand on prend trop de médicaments, d'abord, après 5 ou 6 molécules, on commence à avoir un peu du mal à comprendre ce qui se passe réellement sur le plan biologique. Et ensuite, ça peut entraîner des troubles justement du sommeil, des troubles de la mémoire, des chutes, des choses comme ça, ou des insuffisances rénales. Donc c'est important d'oser, parce que beaucoup de patients, beaucoup de personnes n'osent pas interpeller leur docteur. Je le redis une fois par an, de dire, mais est-ce que ça serait pas mal est-ce qu'on garde la même posologie, est-ce qu'on garde tous ces médicaments? Enfin, ça me paraît important de faire ce point-là. Et puis, indépendamment du diagnostic et du suivi, le point global de la santé, c'est important une fois par an de prendre attention à ce sujet-là. Je voudrais dire, quitte à vous fâcher un petit peu, que la prise de l'attention chez le médecin traitant ou le médecin spécialiste, c'est probablement le plus mauvais indicateur sur l'hypertension artérielle. C'est-à-dire que l'effet blouse blanche, l'effet de tout ce qu'on veut, fait que le problème du temps du professionnel qu'il a à vous consacrer fait que, en théorie, pour prendre une bonne prise tensionnelle, il faut être soit assis, soit allongé pendant 10 minutes au moins, 10 à 15 minutes. Personne n'a le temps de faire ça.
Et en fait, ce que l'on sait aujourd'hui sur le plan scientifique, c'est que la prise de l'attention, la meilleure prise de l'attention, c'est chez soi, hein, avec un protocole qui est international maintenant, c'est-à-dire qu'on prend avec un appareil d'automesure sa tension 3 fois le matin, 3 fois le soir, 3 jours de suite, hein, et on note sur un bout de papier, on donne ça au docteur. Ça, c'est fiable. Ça, c'est fiable. Il faut savoir que pour l'hypertension artérielle, c'est quand même un problème majeur de santé publique parmi les maladies cardiovasculaires, et que, pour faire très simple, en France, la moitié des gens qui ont une hypertension artérielle ne sont pas dépistés, et la moitié des gens qui sont traités pour une hypertension artérielle, des médicaments, ne sont pas traités comme il le faut. Soit ils ont des médicaments alors qu'ils ne devraient pas avoir de médicaments, soit ils n'ont pas nécessairement les bons médicaments. Donc vous voyez que c'est quand même un problème. Et donc, essayez de mettre dans votre tête que, parce que moi, quand j'étais jeune médecin, je me souviens que si je ne prenais pas l'attention à une personne quand elle venait au cabinet, mais je me faisais traiter de charlatan, quoi. Alors qu'éventuellement, vous l'aviez pris le matin ou la veille, et que vous saviez qu'il n'y avait pas de problème d'hypertension. Enfin, l'attention, ce n'est pas un geste obligatoire à chaque consultation médicale. Donc, retenez ça, que la meilleure façon de regarder si on a de l'attention ou pas, c'est de faire de l'automesure à la maison. Donc voilà, après, vous avez un autre problème qui est c'est l'insuffisance rénale, c'est que ça, il n'y a pas de signe clinique. Donc c'est bien que tous les 2-3 ans, on ait une prise de sang après 65 ans. Alors ça, c'est pas scientifique, hein, c'est consensuel, c'est presque avis d'expert. Je suis pas sûr que mes collègues de la sécurité sociale ne me feraient pas les gros yeux en disant ça. Alors il y a une nuance, hein, une prise de sang tous les mois, tous les 3 mois, tous les 4 mois, sans aucune justification, juste pour regarder si tout va bien, c'est complètement n'importe quoi. C'est complètement n'importe quoi. Par contre, regardez tous les 2, 3 ans, 4 ans si ces reins fonctionnent bien, si la vitamine D, où est-ce qu'on en est, enfin, regardez quelques éléments là, c'est pas complètement délirant, mais c'est pas une recommandation appuyée sur un consensus scientifique fort comme les autres choses que je vais pouvoir vous dire avant ou après. Voilà, donc l'autosurveillance, il y a également le poids. Hein, c'est important de monter sur sa balance. Alors pareil, tous les jours, 2 fois par jour, ça n'a pas beaucoup de sens, c'est stressant. De le faire au moins 1 à 2 fois par mois, ça paraît plus intéressant. Et puis, le dentiste. Alors évidemment, il faut qu'il y en ait, hein, le dentiste est très beau, mais le dentiste 1 fois par an, ça paraît quand même important. Et je voudrais faire passer un message à ce niveau-là, c'est que c'est important de faire là aussi, et là, c'est pas un consensus aussi. Enfin, c'est un avis d'expert et universitaire, pas le mien, mais c'est important tous les 2 ans, 3 ans, surtout après un certain âge, de faire un panorex, donc une radio de la mâchoire, parce qu'il se trouve que les lésions de la cavité buccale les plus graves, elles ne se voient pas cliniquement et elles ne provoquent pas de douleur. Quand on a mal, hyper mal, on va voir le dentiste, on va aux urgences. Si ça saigne, ça se voit, on va poser la question à son médecin ou à un dentiste. Mais les problèmes les plus graves et les plus embêtants, ils ne se sentent pas et ils ne se voient pas. Et donc, par contre, faut faire sur le panorex, ça se voit. Et je peux vous assurer que quand moi j'ai eu une formation là-dessus avec des universitaires de la fac de médecine de Nice, où on prenait des photos de la cavité buccale et de la dentition d'une personne où c'était vraiment super, des dents toutes blanches, une belle bouche, pas de lésions, etc. Puis vous voyez le panorex à côté, et là vous dites, oh là là, la cata, quoi. Je veux dire, et donc, n'oubliez pas, demandez à votre dentiste de faire un panorex tous les 2-3 ans, ça me paraît une bonne idée. L'ophtalmo, on dit tous les 3 ans, bon, je vais rapidement, hein, voilà. L'activité physique, je vais 3 fois, là, je vais vous poser des questions, on est encore dans le timing respecté, alors que j'accélère quand même un petit peu, je ne sais pas si Béatrice Julia c'est là, Bon, alors l'activité physique, pensez 2 minutes à nos collègues qui sont également dans les autres centres. Vrai, faux. Est-ce que ça diminue mon stress? Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Est-ce que l'activité physique diminue le risque de cancer? C'est vrai ou c'est faux? Est-ce qu'il faut faire plusieurs heures de sport par jour pour ressentir les bénéfices de l'activité physique sur la santé? Donc, il faut, après 65 ans, démarrer une activité physique qui est inutile, il est trop tard pour en tirer les bénéfices. Ou, dernière question, l'activité physique a des effets sur la qualité du sommeil. Alors, allez, on la reprend.
l'activité physique, ça diminue son stress. Qui c'est qui pense que c'est vrai? Levez la main. Qui c'est qui pense que c'est faux? Bon, ben, vous avez tout compris, c'est bien. L'activité physique diminue le risque de cancer. Qui c'est qui pense que c'est faux? Eh bien, vous savez, depuis quelques années, il y a quand même quelques-uns, hein, depuis quelques années, ça a beaucoup évolué, parce que il y a 4 ans, 5 ans, quand je posais la question, les 3 quarts de la salle levaient la main. Et en fait, c'est faux. C'est-à-dire que l'activité physique diminue le risque de cancer de manière documentée, de manière extrêmement rigoureuse, et notamment les 2 principaux tueurs, que sont le cancer du sein et le cancer du côlon. Donc c'est vrai. Donc c'est vrai, je dis bon, pardon. Donc effectivement, faire une activité physique régulière diminue le risque de cancer, et notamment des cancers les plus tueurs. Et cerise sur le gâteau, c'est la prévention primaire, mais cerise sur le gâteau, quand on a fait un cancer du sein, qu'on a fait un cancer du côlon, une fois qu'on a été traité, radio, chirurgie, enfin selon le protocole, se mettre à faire une activité physique, surtout si on n'en faisait pas avant, va diminuer dans les mêmes proportions le risque de récidive. À tel point qu'aujourd'hui, on commence à avoir quelques affaires qui vont dans les tribunaux où certains confrères sont mis en accusation pour perte de chance, pour ne pas avoir consacré au moins une consultation à distance du traitement d'un cancer du sein ou du côlon, consacrée exclusivement à pourquoi, comment, quand, quelle quantité d'activité physique, parce que la diminution de la récidive, qui est de l'ordre de 25% à 30%, ce qui est absolument énorme, énorme, elle est extrêmement bien documentée sur le plan scientifique. Et donc, une fois qu'on a fait un cancer, notamment ces 2-là, c'est important de comprendre que si on veut diminuer le risque de récidive, il faut également se mettre à bouger. Voilà. Donc, plusieurs heures de sport, non. D'abord, le sport, c'est une des modalités de l'activité physique. Et donc, plusieurs heures par jour, c'est presque, je dirais pas que c'est dangereux, mais peut vous faire mal. Par contre, au moins une demi-heure par jour, c'est hyper important. Et on va passer dans les détails tout à l'heure. Après 65 ans, bien sûr que non, je ne vous demande pas de lever la main, hein, mais il n'est jamais trop tard pour commencer. Même à 85 ans, même à 90 ans, il y a des gens qui sont mis au cyclisme sur le tard et qui ont gagné des championnats. Et l'activité physique a un effet sur la qualité du sommeil. Est-ce que vous pensez que c'est vrai ou est-ce que vous pensez que c'est vrai? Oui. C'est vrai, effectivement. Et Le soir. pas forcément le soir, mais en tous les cas, tout le temps, on l'observait, mais maintenant on sait pourquoi. On connaît bien les mécanismes physiopathologiques. Je disais tout à l'heure que le tour de taille, on ne sait pas du tout expliquer le pourquoi du comment, mais l'influence sur la qualité du sommeil par l'activité physique, on sait maintenant quels sont les intermédiaires biologiques qui expliquent que ça améliore le sommeil. Donc voilà. Alors, bien bouger, et bien, ça va avoir un impact sur les vaisseaux de cœur. Alors, je vais penser à Béatrice Junior, elle est beaucoup plus vite parce que d'habitude, je m'étends trop sur l'activité physique. Voilà. Il vous reste 20 quelques minutes. Alors, les os des articulations, notamment en charge ou en décharge, ça a une action, mais malheureusement, ça n'a pas d'action sur l'arthrose. Rien n'est efficace sur l'arthrose, si ce n'est qu'une activité physique diminue la sensibilité à la douleur, et notamment à la douleur liée à l'arthrose, donc c'est déjà un bénéfice, mais ce n'est pas un bénéfice direct. Sur les hormones, ben oui, il y a une action sur le diabète, notamment sur la prévention du diabète. Les actions sur la psychologie, donc l'estime de soi, sur la prévention de la dépression, l'état cognitif et sur les cancers, tout ça est vraiment bien démontré, à tel point d'ailleurs que je suis sûr que s'il y a des gens un peu du secteur médical ici, c'est pas forcément connu, mais l'INSERM a rendu un avis en 2019 sur activité physique régulière et pathologie chronique, et qui l'a mis noir sur blanc, ce qu'on savait depuis au moins une décennie, à savoir que l'activité physique régulière, 2 fois par semaine, avec un professionnel d'activité physique adapté pendant 4 mois, c'était la première ligne de traitement de toutes les pathologies y compris les dépressions, avant la mise en place des traitements antidépresseurs par médicaments. Donc c'est vraiment un élément important. Voilà. Alors, activité physique, il y a deux grands groupes. Il faut d'abord faire tout ce qui est cardiogénique, donc 30 minutes par jour,
3 heures par semaine, donc de la marche, de la marche nordique, c'est excellent, du ski ici en montagne, du vélo, de la natation, etc. Mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Il faut également avoir une activité autour du renforcement musculaire et autour de l'équilibre. Donc, il y a plein de possibilités, le tai chi, l'aïkido, etc., qui vous permettent de faire ces choses-là. Et ce qui est important également, c'est de noter qu'il est important de lutter contre la sédentarité, que ce soit pendant qu'on est en activité au travail ou après à la retraite, et pas rester plus de 2 heures assis. Et là, malheureusement, vous voyez, je ne vous ai pas demandé de vous lever plusieurs fois, mais j'aurais pu le faire, hein, pour éviter de rester trop longtemps assis. Donc, après 65 ans, la réduction due à une activité physique régulière après 3 ans de reprise d'activité, eh bien, c'est 30% de la mortalité prématurée, ce qui est tout à fait considérable. Il faut faire une activité raisonnée, régulière et raisonnable. Et donc, on a, et vous aurez ici, un atelier sur la prévention des chutes, on en parlera un petit peu tout à l'heure. Est-ce qu'on peut faire n'importe quelle activité? Ce qui est important, c'est de faire quelque chose qui vous fasse plaisir, c'est d'y aller progressivement, c'est de ne pas hésiter à faire un bilan cardiovasculaire avant, si vous étiez complètement sédentaire, de ne pas oublier de s'échauffer, de s'étirer, de s'hydrater et d'avoir un équipement adapté. L'activité physique de base, qui est la marche, le premier équipement, c'est d'avoir des bonnes chaussures, hein, pour ne pas avoir des ampoules ou des douleurs aux pieds. Alors, un petit focus sur les chutes. Malheureusement, on ne peut pas trop s'étendre, si j'ose dire. Sur les plus de 65 ans en France, il faut savoir que 10 000 décès surviennent d'une chute de sa hauteur chaque année en France. C'est absolument considérable. En PACA, dans notre région, c'est le premier motif de passage aux urgences hospitalières. Donc, voilà. Alors, il y a un plan du gouvernement pour essayer de diminuer de 20% les chutes en 3 ans. Si vous avez des questions, on y reviendra. Vous avez un site internet de Santé publique France. On pourra, je ne vous l'ai pas dit, mais on verra avec les collègues de la CPTS, si vous voulez récupérer le diaporama sous forme électronique en PDF, on pourra le faire après. Donc ce site, ça permet de se trouver des idées pour se mettre à avoir une activité physique, il ne faut pas forcément du sport. Et l'astuce quand même que je vous donne, c'est que soit vous le faites quelque chose qui vous plaît vraiment, soit vous le faites avec des gens avec qui vous êtes hyper bien ensemble. Et en tous les cas, ne vous lancez pas dans une activité physique qui ne vous plaît pas, parce que ça ne sera pas durable. Et ce qui est important, c'est la durabilité de la chose, hein. Alors, être actif physiquement provoque une réduction de la mortalité précoce de 60 à 40%, 40 à 60%, et elle contrebalance partiellement la sédentarité excessive. Le deuxième point, je viens de vous le dire, hein, après 65 ans, réduction de 30% de la mortalité après 3 ans de reprise d'activité. Et dans les focus, je vous ai parlé de la dépendance. Une activité physique régulière repousse de 6 à 7 ans l'entrée dans la dépendance. Pour compléter, je considère que sur le champ de Val-de-Marne, nous avons la chance d'avoir une maison de sport. Sport santé, absolument. Et donc, pour conclure sur cette partie-là, il faut savoir que les 5 premières causes de mortalité en Europe et en France, que sont l'accident vasculaire cérébral, l'infarctus du myocarde, le diabète de type 2, le cancer du sein du côlon, et bien l'activité physique régulière a un impact qui varie de 20 à 60% pour l'AVC, de réduction du risque, ce qui est absolument considérable. Imaginez que demain, un industriel du médicament trouve un médicament qui ait cette propriété-là et qui demande le remboursement par la Sécu. On coule la Sécu parce qu'il va demander beaucoup d'argent, et c'est de l'ordre de miracle, parce que ces chiffres-là sont absolument exceptionnels. Et ce médicament, il existe, c'est l'activité physique régulière, et il est gratuit, presque gratuit. Donc réfléchissez à ça. Bien bouger, bien manger. Donc là, on enfonce un petit peu des portes ouvertes. Je voudrais juste redire sur l'activité physique que par rapport à tous les autres items qu'on va aborder là maintenant, le consensus scientifique et le niveau de preuve est tellement rigoureux, sur tout ce que je viens de vous dire, qu'il n'y a ni controverse, ni polémique sur la relation entre l'activité physique et les déterminants de santé. Alors que sur les autres thématiques, notamment l'alimentation, et on ne va pas rentrer dans ces détails-là, vous trouvez un tas
de domaines, sur le sucre, le gras, sur tout un tas de choses, tel type d'acide aminé plutôt que tel autre. Il y a des polémiques et des controverses tous azimuts. Mais en gros, les légumes et les fruits, vous avez tous entendu parler qu'il faut en manger plus, systématiquement tous les jours, qu'il faut s'hydrater au moins 1,5 litre d'eau par jour. Je reviendrai sur les protéines. La vitamine D, il n'y a pas de consensus scientifique là-dessus, il y a des controverses. Moi, mon opinion, c'est qu'il faut probablement systématiquement prendre de la vitamine D au moins l'hiver, notamment au-delà de 60 ans, mais ce n'est pas un avis scientifique documenté. Des fruits à coque, donc les noisettes, les noix, donc non salées, non sucrées bien sûr, des pistaches, etc. C'est bien d'en manger une bonne petite poignée chaque jour pour tout un tas de choses. Voilà, je vais vite parce que probablement vous devez le savoir, il y a un acide aminé qui s'appelle le tryptophane qui n'est pas fabriqué par notre organisme, qu'on est obligé de manger, et donc il favorise un certain nombre de choses et il défavorise le sommeil si on le prend trop tard. Donc je vais là également assez rapidement sur ce plan-là. Donc il est un des constituants essentiels des protéines, comme tous les acides aminés, et on le trouve dans le riz complet, les œufs, les bananes, les poissons, des légumineuses comme les pois cassés, les haricots secs et les lentilles par exemple. Les lentilles, les pois chiches, etc., la recommandation nationale et internationale est d'essayer d'en consommer 2 fois par semaine. Et en plus de ça, ce qui est bien, c'est qu'on peut les accommoder absolument à des milliers de façons. Et donc, c'est toujours une bonne idée et ça ne coûte pas cher pour sa santé. Donc, l'élimination au quotidien, mais ça veut dire que c'est pas forcément une élimination, mais c'est de réduire les quantités. Mais vous savez, là aussi, c'est le gras, le sucre, l'alcool, les pâtisseries. Tout ça, c'est quand même important de maîtriser ces éléments-là, dont on sait très bien qu'ils sont particulièrement nocifs et qui provoquent notamment des inflammations chroniques dans notre organisme. Alors, moi, je voulais plutôt insister sur ça. Après 65 ans, il y a des points de vigilance qui sont assez mal connus. Le premier, c'est les protéines à augmenter dans sa ration quotidienne. Et moi, je vois dans nos centres les gens qui ont le niveau de culture et le niveau économique le plus élevé et qui comprennent qu'il faut manger moins de viande, moins de charcuterie, qui ont compris ça. Ils font une confusion entre la viande, la charcuterie et les protéines. Et en fait, on se retrouve avec un paradoxe dans notre société, où on a des gens qui ont une surcharge pondérale et en même temps qui sont dénutris parce qu'ils ne mangent pas assez de protéines. Et donc, c'est important, après un certain âge, notamment après 65 ans, d'augmenter de 20 à 25% de sa ration quotidienne de protéines, pour des raisons qui sont bien documentées, qui sont trop compliquées à vous expliquer. Non pas que vous ne pouvez pas comprendre, mais c'est très long à expliquer. Et donc, du coup, c'est important de varier entre les protéines d'origine animale et les protéines d'origine végétale. En tout cas, vous faites comme vous le sentez. Mais ce qui est important, c'est de ne pas oublier d'augmenter sa ration de protéines chaque jour, alors que certains d'entre nos aînés ont tendance à faire le contraire. Et donc, de se fatiguer, de s'appauvrir, de transformer une partie de leur muscle en graisse, et ça, c'est pas bon du tout pour la santé. Le sel, deuxième focus, on sait que chez les enfants, ça peut poser des problèmes, notamment au niveau des reins et de l'hypertension, mais chez le senior, le problème que ça pose, c'est que quand on prend trop de sel, on va l'évacuer dans les urines, et pour l'évacuer dans les urines, on fait partir également du calcium qui est associé au sodium. Et donc, du coup, ça favorise de manière assez importante le risque d'ostéoporose, qui est un peu une calamité également, et qui ne touche pas d'ailleurs que les femmes. Donc, c'est important parce que la salière, vous devez le savoir, c'est 15%, en tous les cas quand on travaille encore, c'est 15% des apports quotidiens, et beaucoup de nos apports en sel sont liés aux plats tout préparés qu'on achète, aux cantines, aux restaurations collectives, etc. La vitamine D, je vous en ai déjà parlé, je passe. Et je fais ce focus également sur le site de Santé publique France, où c'est quand même hyper intéressant de trouver à la fois des idées de recettes au quotidien et à tourner chaque jour, mais également des idées pour manger correctement,
avec un petit budget, parce que souvent dans les conférences que je faisais il y a longtemps, on disait toujours mais les fruits et les légumes ça coûte cher. Si on prend des fruits et des légumes de saison et qu'on sait bien les choisir, c'est pas si cher que ça et c'est tout à fait compatible. Et en fait, le message important, c'est que en plus on est en France, hein, et en plus ici dans une belle région gastronomique, on peut se faire plaisir, manger de manière tout à fait correcte sur le plan gastronomique, tout en restant en bonne santé. Ça, c'est vraiment important de bien le comprendre. Alors sur le sommeil, je fais les réponses directes, hein, parce que sinon... Vous répondre directement. Alors, après, avec l'âge, on dort forcément moins bien. C'est vrai ou c'est faux? Ah, vous n'êtes pas d'accord, hein? Eh ben, c'est faux. L'âge n'a rien à voir avec la qualité du sommeil. Mal dormir, c'est dormir peu. Eh ben non, c'est pas comme la glycémie, hein. La glycémie, il faut 1 gramme. Si on en a plus assez, c'est pas bon. Si on en a trop, c'est pas bon. Le sommeil, c'est complètement individuel. Vous avez des petits dormeurs, des grands dormeurs. Vous savez, notre président Marie-Claude qui est un petit dormeur. Bon, voilà. Donc, et l'important, c'est d'avoir son propre rythme et de se sentir en forme dans la journée. Une insomnie de 2 heures se compense par une sieste de 2 heures. Totalement faux. Si vous dormez 2 heures dans l'après-midi, vous allez vous réveiller dans la choucroute. Hein, vous avez tous fait ça. Et c'est pas bon du tout. Ça va déstabiliser le rythme du sommeil, etc. Une tisane de valériane de passiflore améliore le sommeil. Alors, c'est pas un médicament miracle, mais c'est vrai. Ça améliore un petit peu les choses. Les apnées du sommeil, ça ne concerne que les hommes qui ronflent et qui sont en surpoids. Alors, c'est bien sûr que c'est faux. Les femmes ont également des apnées du sommeil et même les hommes qui ne sont pas en surpoids ou qui ne ronflent pas peuvent avoir des apnées du sommeil. L'apnée du sommeil, c'est une pathologie hein, qui nécessite un traitement, mais c'est une pathologie grave. C'est une pathologie grave qui provoque de l'hypertension artérielle. C'est une cause plus grave de l'hypertension artérielle, il n'y a pas beaucoup, et puis qui provoque beaucoup d'accidents de la circulation automobile quand on s'endort au volant de sa voiture. Alors, pour avoir un bon sommeil, il faut avoir une bonne hygiène. Je rappelle juste que pratiquement entre la moitié et les 2 tiers des Français considèrent qu'ils dorment mal. Hein. Et si la moitié ou les 2 tiers des Français avaient des pathologies du sommeil, ça se saurait. C'est-à-dire qu'il y a un petit problème de communication et de compréhension sur ce qu'est le sommeil. Vous voulez faire un sondage, là? Lever de main. Bon, on ne va pas faire sondage parce que vous allez perdre du temps là, Béatrice. Alors, le bon environnement, c'est le silence, l'obscurité, la température. Alors, bonjour les discussions en copropriété pour ceux qui y sont, mais en principe, la température idéale, c'est 19 degrés la nuit, 18, 19, 20. Après 22 degrés l'hiver, quand on chauffe, c'est pas terrible. C'est pas terrible non plus. La régularité des horaires, la position sur le côté de préférence, bien organiser le coucher. Alors vous aviez raison, l'activité physique est très intense le soir, c'est pas très bon. Les repas et l'alcool le soir, c'est pas très bon non plus. Les excitants en grande quantité, c'est pas très bon non plus. Réévaluer les traitements, on en a déjà un petit peu parlé. Les activités régulières, alors notamment si certains d'entre vous, et c'est probable que vous avez des personnes en EHPAD ou dans des maisons d'autonomie, c'est quand même hyper important le matin d'avoir une activité physique et une exposition au soleil le plus rapide. C'est des choses qui sont bien démontrées sur le plan scientifique, ce sont des inducteurs de la bonne qualité du sommeil, c'est le soleil le matin et l'activité physique le matin qui vont avoir un effet sur les mécanismes physiologiques du sommeil. Et les repas réguliers. Donc, les micro-siestes également, c'est quelque chose qui est bien documenté également. Ça veut dire 15 minutes, 20 minutes maximum. Et ça permet de, en fait, ça permet de, comme en informatique, hein, ça permet de remettre le compteur. Parce que, en fait, quand on se réveille le matin, il y a un tic-tac qui commence, un tic-tac physiologique qui commence. Et plus le temps passe, et plus la pression du sommeil va être importante jusqu'au moment où vous allez, il faut que j'aille me coucher et dormir. Et ce tic-tac, il a un mot scientifique, je passe, c'est quelque chose de bien documenté dans la physiologie du sommeil. En fait, on casse le tic-tac avec une sieste. C'est-à-dire que le
le tic-tac qui vous amène petit à petit dans la soirée avec des signes d'avant-coureur d'envie de dormir et d'endormissement, vous le cassez avec une sieste. Et c'est pour ça qu'une sieste courte de 15 minutes va vous remettre en forme tout de suite après. Voilà. Alors, là aussi, ce que je voulais surtout, c'est de faire un focus sur la personne âgée et les particularités du sommeil. Parce que il y a plus de personnes seniors qui se plaignent du sommeil que de jeunes, a priori, même s'il y a des jeunes qui s'en plaignent également. Alors, l'endormissement est toujours plus long. Les réveils sont fréquents entre les cycles. Je ne vous ai pas expliqué ce que c'est que le sommeil, mais vous savez tous à peu près qu'il y a des trains comme des wagons, il y a des cycles, il y a 4-5 cycles dans le sommeil. Et donc, en fait, quand on est adulte, ces cycles s'embrayent sans discontinuité. Et ce qui est caractéristique chez l'aidé, c'est qu'on a régulièrement des petits espaces entre les cycles. Et qu'on se réveille, on a des micro-réveils. Alors, on voit le réveil, il est 2h ou 3h du matin, ce qui permet de dire à sa voisine ou à son docteur, je ne dors pas, je ne dors plus, ça fait des années que je ne dors plus. Et si on ne dort pas, on meurt. Hein. Il faut bien comprendre que le sommeil, c'est indispensable à la vie. Si on ne dort pas, on meurt. Donc, la caractéristique chez la personne senior, c'est qu'on a un sommeil fragmenté. Du reste, je me permets de faire une petite remarque culturelle et historique, c'est que depuis l'ère industrielle, depuis 200-250 ans, qu'on dort d'un seul coup la nuit. Au Moyen-Âge et dans l'Antiquité, le sommeil était réparti sur tous les 24 heures de la journée, on dormait en plusieurs morceaux. C'est depuis 200 ans, 250 ans, qu'on a pris l'habitude dans nos sociétés, avec l'électricité, etc., et puis le travail en posture, en usine, de dormir d'un seul coup. Et enfin, le décalage de l'horaire du coucher au lever, c'est-à-dire que vous avez des gens qui étaient des couches tard, qui sont devenus des lève tôt. Il y a des petits décalages chez la personne âgée. Donc, je voulais juste également rappeler que les insomnies touchent 30% de la population, les insomnies chroniques 10%. Et le message important, c'est en bas, c'est-à-dire que les somnifères, qui sont une véritable toxicomanie, malheureusement, c'est pas une indication dans l'insomnie chronique. Le seul moyen curatif de traiter l'insomnie chronique qui a été démontré scientifiquement, ce sont les techniques comportementales et cognitives. Et donc, c'est la raison pour laquelle l'assurance maladie, depuis assez longtemps, essaye de limiter le remboursement des somnifères à un mois renouvelable le moins tôt possible, mais qu'en fait, la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui prennent des somnifères depuis très très longtemps, on le voit bien dans notre sang, et puis on le sait sur le plan statistique, et c'est calamiteux, parce que ces médicaments-là, en fait, vont altérer la qualité du sommeil, et en altérant la qualité du sommeil, ils vont altérer la qualité de la mémoire, puisque le sommeil, les deux fonctionnalités principales du sommeil, c'est la mémoire et la restauration de notre organisme fonctionnel. Et donc, le sommeil, c'est le tri de la mémoire, c'est ce qui permet de constituer ses souvenirs et sa mémoire. Alors, le stress, Yannick Quiz, est-ce que c'est une maladie, le stress? Non. Alors, c'est comme ce que je disais sur le sucre, si on n'en a pas de stress, si on a zéro stress, ça veut dire qu'une seule chose, c'est qu'on est mort. Donc, si on n'a pas de stress, on est mort. Si on en a trop, c'est pas bon du tout. Et l'observation qu'on a dans nos centres, c'est que le pourcentage de personnes seniors que nous voyons qui ont un stress dit chronique est quand même phénoménalement important, et c'est quand même très préoccupant. Et c'est probablement lié à notre organisation sociale. Ne vivons qu'un stress, c'est une bonne chose. Je vais vous dire la réponse. Le tabac diminue le stress. Bien sûr que non, il augmente le stress. Pas de symptômes, pas de stress. Est-ce que le stress chronique, il y a des signes cliniques? Est-ce qu'on s'en aperçoit? Eh bien, pas forcément. Il y a des questionnaires que nous, on propose dans nos bilans qui permettent de voir quel est le niveau de stress chronique, mais il n'y a pas de signe clinique universel. Le stress empêche de dormir. Oui, absolument. Donc, le stress, c'est un double impact. On diminue les comportements. Quand on est stressé, on diminue les comportements préventifs. Et qu'on a tendance à plus fumer, à plus picoler, à plus manger sucré, on a tendance à moins bouger. On est crevé, on est stressé, on n'a pas envie d'aller faire une petite balade après manger. Et ça diminue l'hypercorticisme chronique.
En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça augmente l'inflammation chronique, le stress. Et ça, c'est bien documenté. Donc, c'est les deux principales explications qui font qu'on n'est pas bien. Alors, se relaxer, évacuer le stress, on a aujourd'hui, depuis une quinzaine d'années, beaucoup d'outils qui ont été scientifiquement validés comme étant efficaces. Donc, d'abord, s'accorder du temps, mais il y a beaucoup de techniques de relaxation. Avant, il y a 15 ans, moi, j'aurais dit que la méditation de pleine conscience, par exemple, j'aurais dit que c'était n'importe quoi. Aujourd'hui, c'est bien démontré que ça diminue le stress. Le yoga, l'acupuncture, l'auto-hypnose, la sophrologie, le tai chi, etc. Tout ça, ce sont des choses qui sont intéressantes et il faut que vous fassiez Si vous êtes stressé, il faut que vous utilisiez les outils qui vous semblent les plus pertinents et qui vous plaisent. L'accompagnement, oser dire, exprimer. Donc, c'est pour ça que nous, nos bilans, on les fait avec un psychologue, un médecin et un psychologue. Et les psychologues, souvent, dans notre société, comme c'est pas remboursé par la Sécu, on n'a pas beaucoup l'habitude de les voir. Et c'est important, c'est le métier qui va vous permettre de comprendre un certain nombre de choses et de passer et de vous faire aider avec éventuellement des psychothérapies. Enfin, il y a différents outils. Alors, rapidement également, les amis du cerveau sont tout ce qui peut permettre d'avoir une meilleure visibilité, une meilleure audition. Notamment, il y a une relation, je ne rentre pas trop dans les détails, mais il y a une relation entre la qualité de la mémoire et le stress. C'est-à-dire que tout le monde a la trouille un jour de faire un Alzheimer, alors que c'est quand même très très minoritaire, et que la bonne nouvelle, je ne vais pas faire un cours sur l'Alzheimer, mais la bonne nouvelle, c'est que ce qu'on appelle la prévalence, c'est-à-dire la proportion dans une génération de gens qui vont faire un Alzheimer, elle diminue sans arrêt. On ne sait pas pourquoi, mais ça diminue sans arrêt. C'est-à-dire que le nombre d'Alzheimer augmente parce que la population vieillit, mais le pourcentage dans chaque génération diminue. Je ne sais pas si vous suivez bien le raisonnement, donc c'est plutôt pas mal. Et simplement, on confond les troubles de la mémoire, parce que la maladie Alzheimer, c'est principalement une maladie de la mémoire, et on confond les oublis, ce qu'on appelle les oublis bénins. Vous allez faire vos courses au supermarché, vous ne savez plus où vous avez mis votre voiture, vous avez mis les clés, etc. Ça, c'est des oublis bénins. Et ces oublis bénins sont essentiellement au stress. C'est essentiellement lié au stress. Donc ça se traite par des techniques de relaxation. L'hypoacousie, c'est-à-dire la baisse de l'audition, là aussi, je suis obligé de faire qu'une slide, c'est un problème de santé publique majeur. Ça touche des gens après l'âge de 50 ans. C'est une destruction définitive et croissante des cellules ciliées de l'oreille. C'est un facteur de risque démontré de la maladie d'Alzheimer. Et en cas d'absence de prise en charge, c'est qu'on ne pouvait pas équiper, notamment d'appareils. Il faut savoir que ça augmente le risque de chute par 3. Vous avez vu tout à l'heure, 10 000 morts par an, les chutes. Donc là, on a un facteur de risque d'élimination du risque de chute. C'est quand même important d'en prendre compte. C'est une accélération du déclin cognitif, CF d'Alzheimer, une altération de la vie quotidienne et des syndromes anxio-dépressifs importants. Il faut comprendre qu'au tout début, notamment en fin de carrière professionnelle, souvent les gens ne se rendent pas compte qu'ils n'entendent pas bien. C'est leurs conjoints ou leurs enfants qui leur disent « mais il y a le déni hein. ». Si, j'entends très bien. Ouais, mais la télé, là, tu la mets à... Il y a tout l'immeuble qui en profite. Donc, ça, c'est quand même bien de la baisser. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on n'entend pas bien, au début notamment, le cerveau essaye de récupérer les sons qu'il ne perçoit plus. Et donc, par rapport à quelqu'un qui est assis à côté de vous et qui entend très bien, votre cerveau, qui n'entend pas bien, il va consommer énormément d'énergie pour reconstituer le son. Et c'est ça qui rend une fatigue très importante. Et moi, qui fais beaucoup de formations continues auprès de mes confrères médecins ou pharmaciens ou infirmiers, je peux vous dire qu'à la fin d'un séminaire d'un jour ou 2 jours, ceux qui sont anormalement épuisés, alors que, bon, par rapport à la consultation tous les jours, c'est contre-vent, hein, je leur dis tous, allez faire un audiogramme. Parce que ça veut dire que vous êtes épuisés pour essayer de comprendre ce qu'on disait dans le séminaire. Et ça veut dire qu'en fait, votre cerveau, il a fonctionné à 200 à 300%, et donc vous êtes totalement lessivé à la fin de la journée. Et donc ça, c'est important parce que souvent, les gens partent à la retraite prématurément parce qu'ils se sentent plus capables, alors qu'en fait, simplement, ils n'entendent pas. C'est pas qu'ils comprennent moins bien les choses, qu'ils sont devenus incompétents, simplement, ils n'entendent pas, et que ça se soigne très bien pour mieux entendre. Et que plus on attend pour s'équiper, et moins ça sera efficace. Voilà.
dire ça sur l'hypoacusie. Alors là, c'est toujours mon regret, depuis le temps que Béatrice m'entend faire cette conférence, il faut que je fasse plus de diapos là-dessus, parce que le lien social et la santé, c'est un élément absolument majeur. C'est démontré que l'isolement, ça provoque du stress chronique, et que on a démontré que la solitude pouvait augmenter le risque de décès de manière très importante et le risque de perte d'autonomie. Et en fait, puisqu'on arrive à la fin, hein, on est à peu près dans les temps, sur l'ensemble des déterminants que je vous ai exposés, les deux déterminants qui, dans toutes les études scientifiques, sont le plus important pour le vieillissement, c'est l'activité physique et le lien social. Le lien social et l'activité physique. Et dans le lien social, le plus important, c'est le lien social intergénérationnel. Ça a été démontré par une palanquée d'études, c'est-à-dire que nous autres, Homo sapiens, nous sommes des animaux collectifs. Si on reste tout seul et isolé, on dépérit et on accélère le déclin cognitif et on dégrade la qualité de sa santé. Donc c'est très important de continuer après la retraite, de tisser des liens sociaux, familiaux, amicaux, etc. C'est un élément absolument majeur. Voilà, on va passer juste à la proposition du territoire avant de vous donner la parole pour quelques questions. J'espère que je n'ai pas posé la question, j'en suis désolé, que nos personnes qui écoutent dans les deux autres salles ont bien entendu les choses. Alors, la proposition du parcours de prévention dans le Champsaur, c'est 5 jours en avril, vous allez avoir les jours tout à l'heure, puis après des vidéoconsultations avec notre équipe de Marseille et de Nice. Alors, juste notre métier, par rapport à tout ce que je vous ai expliqué, notamment les focus introductifs, notre métier à nous, Centre de prévention à Gérardcourt, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le repérage, il y a d'après, c'est la promotion de la prévention, d'une part, et d'autre part, la prévention de la perte d'autonomie, d'indépendance fonctionnelle et de mortalité prématurée. Avec quel outil, quelle technique, quelle stratégie? Trois singularités. On fait de la consultation individuelle, on voit les gens un par un. On fait une approche pluridisciplinaire, un médecin, un psychologue, et un service social éventuellement derrière. Et on est sur une stratégie de repérage. C'est-à-dire que ce que nous faisons, ça n'a absolument rien à voir avec ce que fait votre médecin traitant, avec ce que fait un médecin hospitalier. C'est complémentaire, c'est pas du tout concurrentiel, c'est pas du tout la même chose. On passe beaucoup de temps avec vous. Et notre but n'est pas de faire un diagnostic. Notre but n'est pas de donner un avis gériatrique ou un avis sur la prise en charge des pathologies chroniques. Et donc, l'examen clinique éventuel qu'on va faire n'a pas pour objectif de faire un diagnostic. C'est ça que vous comprenez. Il faut que vous compreniez que notre objectif, c'est de repérer dans votre comportement que nous allons analyser si vous êtes sur une trajectoire mauvaise de préfragilité ou de fragilité, et qu'est-ce qu'on va pouvoir vous conseiller, vous préconiser pour changer cette trajectoire-là. Et donc, encore une fois, ça n'a rien à voir avec la consultation dont vous avez l'habitude avec votre docteur à vous. Donc voilà, c'est ce que je viens de vous dire à l'instant. Et l'idée, c'est aussi de vous suggérer de changer les comportements. Souvenez-vous des déterminants de la santé. La moitié des déterminants de la santé, on l'a dans nos mains à nous. On est tous potentiellement capables de prendre le contrôle de notre santé. Et donc, c'est ce qu'on va vous proposer dans le compte-rendu qu'on vous fera oralement et par écrit, et qu'on enverra également à votre médecin traitant. Et donc, le rendez-vous, c'est avec 2 professionnels, 45 minutes, 1 heure à peu près, avec le médecin, 45 minutes, 1 heure avec le psychologue. Précédemment, on vous demande de faire un auto-questionnaire, environ une cinquantaine de questions, c'est court, hein, sur justement vos habitudes de vie. Et c'est là que c'est important de faire cet auto-questionnaire pour ceux qui n'ont pas assisté à la conférence, du moins, parce que vous comprenez ipso facto avec les questions à laquelle vous répondez que ça n'a pas grand-chose à voir avec la consultation de votre médecin, qu'au contraire, c'est complémentaire à ce que fait votre docteur. Voilà. Alors, une fois qu'on a fait ça, donc comme je vous le dis, on vous fait une information immédiatement. C'est que le médecin et le psychologue se concertent pour se dire ben, c'est quoi les problèmes. Donc on vous fait un compte-rendu oral rapide, et puis on vous fait surtout un compte-rendu écrit qui est envoyé à votre médecin traitant. Et puis on va vous faire des préconisations qui sont souvent
sur la rupture de la sédentarité, la prévention des chutes, des exercices sur la mémoire, la diététique, etc. Alors, je passe pour la dernière élément. Alors ici, dans le champ de sourds, comment vous allez pouvoir bénéficier? On n'a que 5 jours, hein. Malheureusement, on va venir 5 jours, 2 équipes, du 5 au 14 avril, dans 3 lieux. Vous pourrez vous inscrire à la fin de la conférence auprès de l'accueil. Et on a également 26 créneaux de rendez-vous. Pardon, je reviens, je vais en parler après. Donc, si vous ne savez pas, à la conférence, vous ne connaissez pas votre agenda, vous n'êtes pas décidé, il n'y a pas de problème. On peut vous mettre en liste d'attente, vous pouvez nous contacter plus tard. Enfin, il n'y a aucun souci, on ne va pas vous abandonner. Le suivi, une fois que vous êtes inscrit sur les rendez-vous d'ici, il sera fait par notre secrétariat à Marseille. L'auto-questionnaire, je vous en ai déjà parlé, c'est quand même vraiment mieux de le remplir avant de venir, si possible sur Internet et sinon sur papier. On proposera également des bilans en vidéo avec la même organisation, enfin, un médecin, un psychologue, avant la fin avril, puis tout au long de l'année. Alors j'insiste un petit peu là-dessus, parce que vous imaginez que ça va nous prendre beaucoup d'énergie et beaucoup de temps de faire venir une équipe de Nice ou de Marseille pour faire des bilans ici. Demain, votre CPTS va peut-être pouvoir les faire, d'ailleurs, eux-mêmes, et on espère que ça pourra se faire, mais en vidéo, vous allez pouvoir bénéficier des mêmes types d'analyses et des mêmes types de conseils. Comme l'objectif n'est pas de faire un diagnostic ou de donner un avis gériatrique ou sur la pathologie chronique, vous comprenez bien que l'examen clinique n'est pas aussi nécessaire que lors d'une consultation standard. Voilà. Ça, c'est les bilans vidéo qu'on va vous proposer à partir du 29 mars au 25. Et puis, voilà, et donc pour... Et les ateliers derrière, il y a les ateliers, attendez. Docteur Célèbre, juste pour préciser sur la slide, vous présentiez le bilan, ce ne sera pas à la mairie de Saint-Bonnet, mais à la DMR. À la DMR. Oui. À Saint-Bonnet. Donc, du coup, vous aurez à l'entrée la possibilité de prendre des rendez-vous et vous aurez également un flyers que vous avez peut-être déjà pris en emballage, j'en vois là, où vous allez pouvoir éventuellement vous inscrire plus tard si vous ne faites pas tout de suite les rendez-vous et que vous n'avez pas le temps, que ce n'est pas possible pour vous. Voilà, je crois que j'ai terminé. Hein. Et si vous avez des questions, alors juste, les ateliers, pardon. Voilà, oui. Donc en fait, ce qui est proposé aussi, et c'est ce qui est intéressant en ce moment, c'est qu'avec l'ensemble de nos partenaires, ici sur la vallée, il y aura dans la foulée une offre des ateliers. Donc vous avez vu dans la conférence, hein, c'était indiqué atelier sommeil, atelier, donc des outils pour aider ceux qui ont quelques soucis. Et bien là, les médecins, les psychos pourront vraiment vous orienter sur les ateliers à côté de chez vous qui vont se passer au mois de mai et juin. Alors, un petit temps de questions-réponses et on va peut-être donner la parole d'abord à Saint-Firmin ou Pont du Fossé. Est-ce que là-bas, on nous entend? Ah, ça arrive, hein, nos amis de Pont du Fossé. Alors, à Pont, on entend. S'il vous plaît. Oui. Ici, ça se concerte pour les questions à poser. Alors oui, il y a quand même, dans le chargé dentiste, et ben oui, c'est sûr, je pense que l'offre de dentistes et de dermato est un peu compliquée à mobiliser sur le territoire. Donc ça, c'est sûr que... Peut-être allumer des lumières. Donc, les salles se concentrent pour les questions. À moins qu'il y en ait une déjà d'entrée ici. Non, pas de question? Questions, témoignages, ou autre expérience. Non, vous avez été parfaitement clair et rapide. Non, mais il n'y a pas de mauvaise question. Hein. Je voulais revenir sur le mot agisme. Alors, la question, c'était sur l'agisme. Si on pouvait y travailler, reformuler la problématique. C'était pour savoir si ça concernait vraiment des enjeux de représentation, comment on pouvait y travailler dessus.
Alors, c'est une question un peu compliquée, hein, mais en tous les cas, le premier élément qui sort de la littérature internationale, c'est de prendre conscience des effets positifs et négatifs de l'agisme. C'est-à-dire que on pourrait, non, je n'ai pas le temps de dévoiler les choses, mais on pourrait, la seule prise de conscience du fait que dire qu'on ne va pas faire du sport parce qu'on est âgé, dire que on entend, c'est normal de pas, il y a des médecins ORL qui, vous avez 75 ans, vous avez un trouble de l'audition, oh, mais c'est parce que vous êtes vieux. Ça, c'est de l'agisme. C'est absolument scandaleux, parce qu'il y a des solutions. Donc l'âge n'est pas en lui-même un facteur péjoratif sur tout un tas de choses. Et donc c'est important de prendre en considération le fait que on n'a pas à faire de raccourci entre l'âge et un problème de pathologie ou de voilà. Vous travaillez vraiment sur les représentations. Exactement. Des questions? Alors, est-ce que ça arrive sur les autres sites? Anne-Sophie, Poula. Alors, Anne-Sophie, elle n'a pas de micro. Anne-Sophie, pas de micro. Anne-Sophie, micro. Non, elle ne nous entend pas. Ah. Anne-Sophie, pas de micro. Non, elle parle toute seule. Voilà. Docteur Seller, nous avons une question à Saint-Firmin. Est-ce que vous êtes disponible? Oui, allez-y. En fait, vous vous doutez que la réaction a été vive lorsque vous avez évoqué la nécessité de faire un contrôle bucco-dentaire régulier et dermatologique. Et en fait, effectivement, la réaction est vive parce que nous n'avons pas accès très facilement ici dans nos vallées aux dentistes et aux dermatologues. Donc ça, c'est vraiment deux spécialités qui sont en manque, mais c'est un problème national et vous aurez du mal certainement à répondre là-dessus. Alors, ce qu'on peut, oui, ben, je n'ai pas les moyens de faire venir par un tapis volant des dentistes dans vos vallées, mais en tous les cas, l'élément important à retenir, c'est que la prévention, c'est le brossage des dents. 2 fois par jour. Avant, c'était 3 fois par jour. La recommandation de la Haute Autorité de Santé, c'est 2 fois par jour, 2 minutes à chaque fois, de vraiment faire toutes les faces avant-derrière. On sait aujourd'hui statistiquement qu'à partir le déclic où on prend moins soin de ses dents, c'est 75 ans. Donc c'est important après 75 ans de rappeler les gestes de prévention, de brossage des dents. Et d'autre part, donc là, ça ne dépend pas du dentiste. Hein. Et l'autre chose que je vous ai dit tout à l'heure, et qui n'est pas un avis scientifiquement documenté, mais un avis d'expert, sur le panorex, je ne sais pas s'il y a la possibilité de faire des radios, parce qu'on peut le faire chez un radiologue, mais de faire tous les 2 ans, 3 ans un panorex pour repérer les lésions graves, ça ne nécessite pas obligatoirement un dentiste. Après, on essaie de mettre en place, y compris nous autres, avec des structures universitaires, de la télémédecine, de l'interprétation des panorex par des chirurgiens dentistes à distance, mais c'est pas pour demain matin, malheureusement. Aussi des dermatos en téléexpertise. Oui. Ils sont pas mal compétents et formés en dermato. C'est important de le savoir. C'est ça, en dermato. En tout cas, les médecins généralistes. On me dit les dermatos, c'est de toute façon aussi de la médecine générale, donc c'est vraiment important. Alors après, c'est sûr que si on est bien formé, c'est pareil pour l'ophtalmo, hein, il y a plein de choses en ophtalmo qui peuvent être faites par le médecin généraliste, mais voilà, après, on est. D'autres questions? D'autres réactions? Ce dont on n'a pas parlé, c'est le plaisir sexuel. Vous avez raison. Voilà, l'amour, les câlins, tout ça. Ça fait partie du lien social. Et même en vieillissant, bah, ça doit continuer. Absolument. Voilà. Et c'est un sujet souvent tabou, et on a quelques spécialistes. Parce que c'est, je trouve, hyper important. Alors, moi, justement, je voulais rajouter dans l'agisme, nous, on met en place des actions de prévention et on parle de relations affectives chez les retraités. Et c'est pas souvent abordé. Et ça fait partie aussi de l'agisme. C'est-à-dire que les enfants conçoivent mal que leurs parents, leurs grands-parents aient une relation affective et amoureuse, même passé un certain âge. Or, effectivement, vous avez raison, ça contribue tout à fait au bien-être.
Bon, après, on a aussi beaucoup de personnes qui sont en situation d'isolement parce que de veuvage. Donc, voilà. Bon, après, ça reste d'autres types de questions. Mais vous avez raison. D'autres questions, n'hésitez pas, il n'y a pas de questions. Et là-bas, au fond. Allez-y, madame. On sait qu'on a en difficulté dans l'endormissement, le sommeil, même si on a fait tout ce qu'il y avait à faire auparavant, la valériane, le sport, le stress, en conscience tout ce qui se passe autour de nous. Et quand on commence à nous prescrire un médicament, on sait que normalement, le laps de temps ne va pas durer une éternelle. Ça veut dire que sur 1, 2, 3 mois. Mais après, quand vous avez une addiction, on vous dit, non, stop, il faut changer, et puis il faut essayer de dormir normalement. Je trouve qu'il y a un écart entre les deux. Donc la question, c'est par rapport au sommeil et à la prescription des médicaments, des somnifères, c'est ça, pendant quelques mois. Comment on peut faire? C'est un problème absolument majeur pour lequel moi là, au jour d'aujourd'hui, j'ai pas de solution. Parce que en fait, quelqu'un qui depuis plusieurs années, parce que c'est souvent le cas, prend des somnifères, ça devrait être traité comme une addiction. Et on ne peut pas dire d'arrêter brutalement le médicament, c'est complètement pas sérieux. Mais on manque de structure et de compétences pour essayer de prendre en charge ces questions-là, pour diminuer il faudrait faire une diminution progressive comme pour toutes les addictions. Mais ça, on manque, quand on dit qu'on manque de dentistes et de spécialistes, on manque également de gens qui sont compétents dans ce champ-là. Tu voulais dire quelque chose? On s'aperçoit que la prise de somnifères et de médicaments souvent liée à un manque de sommeil profond. Ce manque de sommeil profond, souvent, est lié à l'apnée du sommeil. On s'aperçoit à l'heure actuelle, on commence à avoir des réponses, qu'au moins une personne sur 3 doit être appareillée, même très jeune, des fois dans sa vie, pour mieux dormir. C'est-à-dire que l'appareillage pour l'apnée du sommeil diminue la consommation des médicaments inutiles, parce qu'en fait, on retrouve du sommeil profond grâce à cet appareillage. Donc, notre collègue pointe pour les gens qui... À savoir, si vous dormez mal, si vous êtes anxieux, si vous avez fatigué, et que vous avez mal à la tête, n'hésitez pas à aller voir votre ORL. Voilà, notre collègue, je le redis pour que tout le monde entende, pointe la relation qu'il y a entre les troubles du sommeil profond et les apnées du sommeil, et de la nécessité d'aller faire un enregistrement, une polysomnographie pour repérer si effectivement vous êtes sujet aux apnées du sommeil qui peuvent être une solution de prise en charge non médicamenteuse. Anne-Sophie, elle parle, mais on l'entend pas. En fait, je pense que elle retransmet ce que je lui ai dit, c'est ce qu'elle dit, pour qu'elle puisse le retransmettre quand d'accord. Donc, je pense qu'elle retransmet juste ce qu'il avait dit, et vous l'avez dit. Et parce qu'elle peut entendre quand on parle de la salle. Non, c'est pour ça que je le retire. Okay. Bah, écoutez, si D'autres questions? il n'y a pas de questions, on va laisser le temps aux personnes. Non, on va conclure, c'est pas mal. Bon, mais écoutez, moi j'espère que vous avez apprécié et que vous avez Il y a une question à Pont du Fossé, s'il vous plaît. Allez-y. Oui, on peut le demander. Oui. Allez-y, parlez. J'ai un monsieur qui me demande du coup si faire trop de sport est dangereux pour la santé. C'est quoi? Si faire trop de sport. Trop de sport. Je ne sais pas ce que ça veut dire trop de sport. Il y a le sport professionnel. Combien? Il fait 5000 km par an depuis. Monsieur. Oui, alors, quand on a les sportifs professionnels le savent très bien, et ceux qui sont des semi-professionnels le savent très bien, quand vous augmentez le nombre d'heures d'activité intense chaque jour, ben vous augmentez les risques d'effets secondaires, de problèmes de ligaments, de tendons, de chutes, de choses comme ça. Et effectivement, c'est pas anodin. Là, dans ce que moi je vous ai expliqué, c'est la traduction des recherches scientifiques qui sont faites sur la relation entre l'activité physique régulière et la bonne santé, et la traduction en termes de recommandations pour la population générale, qui consiste à avoir une partie cardiogénique et une partie de renforcement musculaire et de recherche de l'équilibre. Je ne crois pas qu'on puisse aller trop au-delà. C'est sûr que quelqu'un qui fait 4 heures, 5 heures d'activité physique par jour, il
peut avoir des risques physiques, d'effets secondaires, comme dans n'importe quelle activité. On va arrêter ceci. Bon, on va arrêter là. Hein. En tout cas, merci beaucoup pour votre participation. Alors, un grand merci à Planète Johnson et à nos jeunes amis qui se sont occupés de la technique de façon brillante. Donc, Charline et Benjamin. Merci beaucoup. Donc, on a pu faire quelque chose quand même qui était un peu pas habituel, hein, de faire la visio à plusieurs villages. Donc, merci bien sûr au Dr Selem pour son intervention. J'espère que vous avez appris plein de choses. N'hésitez pas à nous rendre le questionnaire de satisfaction justement de la matinée. C'est très important pour nous. On doit rendre des comptes à nos directions et dire si c'est bien ce qu'on fait et si on doit continuer à le faire et si comment. Donc c'est absolument important que vous nous donniez votre avis. Et puis voilà, donc on est tous là et si vous avez d'autres questions, vous pouvez nous interroger. Merci beaucoup.